Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 198. Aujourd'hui, on va parler longueur de manivelle. On va également parler des tech news, des résultats, un petit débrief du Giro, les résultats féminins également et les traditionnels sortis de la semaine. Exactement. Allez, on y va. Donc pourquoi on veut vous parler de longueur de manivelle et surtout on va profiter de l'expérience de Louis dans le bike fitting et sur piste pour pouvoir vraiment analyser ce qui se passe. Ce qu'on a vu c'est que Pogacar sur le Giro il utilisait des manivelles en 165. On a pu détailler dans la vidéo qui retrace son vélo, le Pro Bike sur le V4 RS de Pogacar. C'est ça, alors que l'an dernier moi j'avais vu qu'il roulait des 170 mm. On a vu que cette tendance d'avoir des manivelles plus courtes a envahi pas mal de disciplines parce qu'en triathlon ils roulent avec des manivelles plus courtes. En BMX, ils utilisent des manivelles en 180, jusqu'à 180 mm. Sur piste, depuis des années, c'est des manivelles assez courtes et ils arrivent à rouler à 80 ou 70 km/h. Shimano et SRAM sortent des manivelles et des pédaliers avec de plus en plus courts, avec du 160 mm, voire même du 155. Quelle est vraiment cette règle et pourquoi cette tendance existe, Louis? Parce que cette tendance nous vient, comme tu l'as dit, du triathlon. Le triathlon est un sport plus jeune et aussi plus ouvert d'esprit que le vélo, et un sport qui se déroule surtout dans position énormément chrono, donc avec un angle de buste très fermé, même s'ils adoptent des positions un peu à cheval, aéro, confort. Et nous vient également cette tendance de la manivelle plus courte du milieu anglo-saxon, comme souvent. Voilà, ça fait quelques années qu'on voit l'ingénierie vraiment prendre le dessus sur le vélo et sur les choix qui sont faits au niveau du matériel, aussi au niveau de l'entraînement et des gestions de course, etc. Et du coup, la tendance de ces manivelles plus courtes qui a pris chez les triathlètes, c'était pour gagner en confort, c'est-à-dire ouvrir du moins l'angle entre le buste et la hanche, c'est-à-dire quand la manivelle, le genou est tout en haut, ça crée beaucoup de tension au niveau notamment du muscle psoas et de l'artère iliaque. L'artère iliaque, c'est une pathologie, l'endofibrose de l'artère iliaque est une pathologie commune chez les cyclistes. En fait, c'est l'artère à force d'être pincée et d'être contractée, donc fermée, ouverte avec les mouvements de pédalage, qui donc fibrose, c'est-à-dire qu'il y a des fibres et ça bouche l'artère. Alors ça bouche, du moins ça ralentit le passage du sang. Et du coup ça crée des sensations de toxines, de muscles mal oxygénés, donc d'une baisse des performances. Oui, parce qu'on peut voir que finalement, au plus la manivelle va être longue, au plus le genou va remonter en hauteur et descendre aussi. Donc l'amplitude de mouvement va être beaucoup plus grande. Exactement, plus ça va fermer la hanche et plus ça va ouvrir le genou, donc plus ça met en tension les articulations, que ce soit la hanche ou le genou d'ailleurs. Également la cheville, parce qu'une fois que la jambe est très tendue et que la hanche est très ouverte, c'est la cheville qui va prendre le relais. Donc ça crée énormément de mouvements. Et les triathlètes qui se focus un petit peu moins, on parle surtout des Ironman et des longues distances qui se déroulent en position de chrono, pas d'un format olympique où là on est plus sur un format critérium finalement. Donc sur les triathlètes longue distance Ironman, ils se sont jamais posé la question de vraiment perdre en puissance, on va y venir. Et c'était vraiment une question de confort et d'aéro, parce que la partie de vélo est presque une partie plus transition. Ce qui assure, c'est que si tu as des courbatures ou que tu es les jambes complètement toxinées quand tu attaques ton marathon, c'est pas une bonne nouvelle. Et donc c'est vraiment uniquement cette considération confort d'abord qui a été prise chez les triathlètes dans cette position très fermée, et aussi une considération aérodynamique, parce qu'en fait qui dit jambes qui se déplient moins, avec la manivelle plus courte, dit moins de surface frontale, et la traînée aérodynamique, ce qu'on appelle le SCX, c'est la surface frontale fois un coefficient de traînée. Donc si tu diminues si tu diminues ce que tu montres au vent, ce qui est face au vent, tu baisses ce fameux S, cette surface frontale, et donc tu diminues ta traînée, tu améliores ton aérodynamisme, mais à la même puissance, tu vas plus vite, ou à la même vitesse, tu mets moins de puissance, donc tu es plus efficace ou plus économe. Et puis aussi, les vélos de triathlon et globalement la discipline est quand même moins réglementée au niveau technologie, et c'est pour ça qu'ils se permettent de faire beaucoup plus de tests et de recherches et d'avoir des vélos qui finalement sont complètement incroyables comparés aux vélos de chrono utilisés par les courses UCI. Oui, ils sont tout, ce qu'on disait, ils sont plus ouverts. Alors ils commencent à réguler un petit peu parce que justement on a trop d'extrêmes, mais c'est sûr qu'ils vont chercher, ils font beaucoup de recherches. Et du coup les considérations étaient claires sur route, enfin du moins pas en triathlon, plutôt dans le monde du CI et du vélo. Il y a eu 2 freins à cette tendance, voire 3. La première, c'est les marques, notamment les marques chez les professionnels. Les triathlètes roulent beaucoup sur des marques par exemple comme Rotor, qui proposent des manivelles jusqu'à 155 mm depuis longtemps.
Donc 155, c'est vraiment court. On rappelle un standard de manivelle jusqu'à il y a 5 ans, c'était 172,5, c'était la moyenne. Un grand coureur, donc avec des grandes jambes, on allait lui mettre jusqu'à 175. Et un coureur plus petit ou chez les féminines, ça allait être manivelle en 170. Voilà, sur la route, c'était ça. La moyenne 172,5, un vélo de série, c'était 172. Oui, voilà, au niveau des vélos de série, moi je vois, depuis que j'ai mon enfance, finalement, j'ai les manivelles qui raccourcissent. J'ai eu un vélo avec des manivelles 175 d'origine. Ensuite, j'en ai eu un peu plus récent avec des 172,5. Et là, ceux que j'ai reçus cette année de chez Canyon, ils sont en 170. Donc c'est vrai que c'est pas une tendance qui est uniquement utilisée par les pros, mais qui directement arrive pour les utilisateurs. Et, on l'a dit, en fait, un des freins, c'était les fabricants, notamment les fabricants de groupe Shimano, par exemple, Shimano, Kampa, qui ne faisaient pas de petites manivelles. SRAM est arrivé, et SRAM a quand même fait bouger pas mal de lignes, et ont tout de suite proposé des manivelles en 165, ce que ne faisait pas Shimano, par exemple. Ce qui a ouvert la possibilité chez les professionnels de rouler avec des manivelles plus courtes et de se poser la question, doit-on le faire? Et à partir du moment où les professionnels l'essayent et l'adoptent, ça devient une tendance. Et ça a poussé Shimano à sortir des manivelles en 165, utilisées donc par Pogacar depuis cette année par exemple, mais par d'autres. Que Shimano sort des manivelles en 65, pousse SRAM à sortir des manivelles en 160. Évidemment. Et ainsi de suite. Et cette tendance, si elle a pris chez les pros, enfin si elle a mis du temps à prendre chez les pros, c'est parce qu'on a tous en tête, ou du moins si on s'intéresse à la question, le moment de la force, c'est-à-dire la force du moins appuyée sur la manivelle, qui dépend de la longueur du bras de levier. C'est la première question que je t'ai posée quand on préparait cette émission. Que tout le monde pose. Ok, une manivelle plus courte, on a moins de bras de levier, on a moins de force. Et si on reprend la formule qu'on va mettre en description du moment de la force, effectivement, il dépend de la taille du levier. Et on l'a tous fait quand on essaie de desserrer une vis un peu grippée, on va faire quoi? On prend à l'extrémité de la clé, c'est évident. Ou une rallonge. Ou une rallonge dans des cas extrêmes, mais évidemment. Mettez de la graisse sur vos filetages pour éviter d'avoir à faire ça. Petit tuto tech au passage. Sauf que, on y vient, oui. ce moment de la force, ok sur un départ arrêté. Ok. Tu l'as dit, un coureur de BMX va rouler en 175, 177,5, voire 180. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a 3 coups de pédale. Les 3 coups de pédale les plus importants de sa course, c'est sur un départ arrêté, donc sur un bras de levier effectivement fixe. En danseuse, donc lui il n'a pas du tout la question de l'angle fermé. Il ne se pose pas la question. Ni de l'aérodynamisme puisqu'il est debout sur ses pédales et donc complètement face à l'air, ni au niveau de l'angle de sa hanche puisqu'encore une fois il est en danseuse. Donc lui il a intérêt d'avoir un bras de levier, j'allais dire immense. Alors, il faut quand même qu'il puisse faut que derrière il va mouliner, pédaler. Mais voilà, ses 3 premiers coups de pédale, c'est départ arrêté. Donc là on est vraiment sur ma vis est grippée, il faut que je la dégrippe. Ouais. Une fois que votre vis est dégrippée, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rapprochez du centre et vous tournez le plus vite possible. La puissance, on le rappelle, c'est le couple, donc effectivement la force qui dépend du bras de levier, fois la vélocité. Sauf que la vélocité à l'inverse, plus le bras de levier est grand, plus c'est compliqué de faire un tour. Donc les études ont montré, en gros la question de base des études, c'est est-ce que ce qu'on gagne en vélocité compense ce qu'on perd en force. Ce qu'on perd en force, parce que du coup on a les pieds qui sont plus près, on a plus petite plage de mouvement. Plus petit bras de levier, par contre on gagne naturellement en vélocité. Oui. Et les études ont montré, donc on va y arriver, que entre des manivelles de 120 mm, donc quelque chose d'absolument extrême, hein, 12 cm c'est rien. C'est pour les enfants, clairement. Et jusqu'à 225 mm, donc là on est sur quelque chose de très très grand, quasiment le double. Et en fait la baisse de puissance va, selon les études, de 2 à 5%, voire il n'y a pas de baisse de puissance. Et j'avais vu également une étude qui sur la Pmax, les plus grandes Pmax pour un même coureur, c'était sur des manivelles de 155 ou 170. Et après, entre les deux, c'était moins bien. Donc, on a presque du mal à déterminer une logique finalement sur un départ lancé, hein, on est d'accord. Par contre, d'avoir des manivelles plus courtes pour un coureur classique, pour un cycliste du dimanche, on va dire, ça sera beaucoup plus facile de garder une cadence haute plutôt que d'avoir plutôt qu'avec des manivelles plus grandes. En fait, ce qu'on retire de ces études et d'une autre, c'est que jusqu'à 150 mm, donc quand même encore une fois très petit et pas disponible à part même pas chez Rotor, on peut s'entraîner jusqu'à 150 mm à pédaler efficacement avec 2-3 tours de pédale en plus, et donc sans perte de puissance, ou avec une perte de puissance vraiment minime et qui va diminuer au fil de l'entraînement. À partir de là, à partir du moment où on ne perd pas de puissance, et bien autant réduire sa manivelle
et du coup avoir les avantages de la petite manivelle qui sont donc des avantages aérodynamiques, je le répète, parce qu'on diminue la surface frontale et parce que potentiellement on peut, si on garde le même angle entre donc le fémur et le torse, et bah, diminuer son guidon, enfin baisser son guidon. Okay. Oui. Voilà. Oui, complètement. On va gagner en poids et du coup on va aussi légèrement, et on va donc, comme on diminue les angles et qu'on diminue les tensions extrêmes, on va réduire le risque de blessure, tout simplement augmenter le confort. Et on l'a dit, sans perte de puissance. Donc en fait, on n'a que des avantages avec, à moins de faire un sport à départ arrêté, donc le BMX ou un démarreur sur piste, ça ne concerne pas l'essentiel des pratiquants, à moins d'avoir un départ arrêté à faire et que ce départ arrêté soit vraiment prépondérant, capital pour la performance et pour l'objectif du jour. Sinon, on n'a que des avantages puisqu'on peut s'entraîner à ne pas perdre de puissance. Bon, du coup, la question, c'est... Je voulais te poser la question, comment trouver sa bonne taille de manivelle? Mais finalement, la bonne taille de manivelle, c'est la plus courte possible. C'est ce que tu es en train de dire. Alors, à mon sens, oui. Ouais. On voit un Bradley Wiggins, donc, qui était ancienne tendance. Ça fait bizarre de dire ça pour des mecs qui sont suivis par des ingénieurs depuis des années, enfin, du moins qu'il était pendant leur carrière. Il roulait en 177.5 parce qu'à ce moment-là, la tendance, c'était tu as des grandes jambes, tu mets des grandes manivelles. Donc, il y avait des jambes pour le moins très grandes et les manivelles qui vont avec. Il est passé de 177.5 à 170 et il a annoncé un gain de 3,5% de son aérodynamisme, donc une réduction de sa traînée de 3,5%. C'est énorme, en fait, d'avoir un gain, où que ce soit, de 3,5%, c'est énorme. Voilà. Alors pour le coup, un grand changement puisqu'il a perdu, il est quand même passé à deux extrêmes. Donc voilà, donc je pense que même pour un grand coureur, il faut vraiment viser des manivelles plus courtes. On l'a dit, même ceux qui vont nous dire j'ai pas besoin d'un gain aéro, certes, mais vous avez un gain de confort. Oui, c'est ça, parce que moi, clairement, l'aéro, ça m'intéresse, mais bon, c'est pas très important dans ma pratique, étant donné que je me rase pas les jambes. Mais au niveau du confort sur de la longue distance, pour ma discipline, finalement, si j'investissais dans un pédalier plus court, je n'aurais pas forcément de perte de puissance. Tu n'aurais pas de perte de puissance, d'autant plus que tu roules pas à ton maximum de puissance, ni à ton maximum de vélocité. Donc tu pourrais très facilement, mettons que tu sois à 90 tours minute de moyenne sur 49 heures, tu pourrais être à 91 ou 92 sans problème. Comme tu vas pas chercher des extrêmes, voilà. Et en fait c'est le cas de la plupart d'entre nous, on va pas chercher des extrêmes toute la journée, on se met pas en vélocité max tous les jours. Donc à partir de là, il n'y a aucun frein en fait, à baisser sa longueur de manivelle. Mon conseil, ce serait de partir de 170, ce qui est de toute façon ce qui, comme tu l'as dit, de plus en plus présent sur les vélos neufs. Pour moi, ce serait de partir de 170 et, si possible, de baisser jusqu'à 165. Disons que si on baisse en dessous de 165, on peut se mettre en difficulté pour trouver des pédaliers à cette taille-là. Oui, et puis c'est quand même assez onéreux de changer de pédalier. On ne va pas changer à chaque fois en plus, donc c'est pour ça que 170 comme point de départ, c'est facile à trouver, toutes les marques le proposent et c'est souvent comme ça de série, donc si on achète un nouveau vélo, il y a de fortes chances qu'on ait cette taille de manivelle ou qu'on la trouve. Et si on peut baisser jusqu'à 165, je pense qu'il faut le faire tout simplement. Et même ceux qui pensent que l'aéro ne les intéresse pas, vous ne changez rien, vous gagnez en aéro, vous allez plus vite ou vous allez à la même vitesse en dépensant moins d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire une sortie plus longue, une bosse plus rapidement, une bosse en plus, rajouter un petit 10 km, sortir le lendemain si vous êtes moins fatigué. En fait, être plus efficace, c'est ce qu'on cherche tous. Complètement. Voilà. Ça sert à tout le monde en tout cas. Et question piège. Allez. Lorsque dans le Ventoux, je n'ai pas assez de braquet, je roule en danseuse sur une cadence c'est très très faible. Ouais. Là, je vais être pénalisé si j'ai des manivelles trop courtes. Parce que ça sera comme un départ, quand tu roules à moins de 10 km/h, on peut considérer ça comme un départ. Est-ce que dans certains cas, il n'y aurait pas quand même une fonction à la manivelle en 172,5, 175? Alors il faudrait poser la question aux VTTistes. Il me semble que les VTTistes ont encore des manivelles. Sont des manivelles toujours un poil plus longues que les routiers. Parce qu'ils sont souvent, donc, comme tu dis, à des faibles cadences, à devoir passer en force des bosses avec des forts pourcentages et pour le coup parfois couchés sur leur machine pourtant. Et quasiment à l'arrêt. Oui, quasiment à l'arrêt avec très peu de cadence. Donc la question serait à poser aux VTTistes et trouver un bon compromis avec les VTTistes. Peut-être que baisser la manivelle, j'en reste convaincu parce que ces passages en force ne sont pas non plus l'essentiel de quelle que soit la sortie.
mais que, comme on l'a dit, hein, les BMX restent avec des manivelles très grandes et n'ont aucun intérêt à baisser. Pour un routier qui ne fait pas d'effort arrêté, à mon avis, il doit baisser quasiment le plus possible. Le VTT, le VTTiste, lui, doit trouver un compromis en sachant que, on l'a vu, les études ont montré que la perte de puissance est minime. Donc baisser un petit peu, oui, jusqu'à trouver la limite de confort. Pour ton Ventoux, encore une fois, à mon avis, ça ne représente pas l'essentiel de ta sortie. Non. Tu n'es pas parti au pied avec un braquet trop gros. Et surtout, ça ne représente pas l'essentiel de ton année. Non. C'est-à-dire que malheureusement, nous, on ne peut pas changer de vélo selon l'étape du jour, non, et puis... encore moins de pédalier. Donc, peu importe, sur les heures que tu vas passer à l'année sur ton vélo, tu auras un gain avec la petite manivelle qui sera plus important. Sauf discipline extrême, mais si vous êtes spécialiste de votre discipline et qu'elle nécessite des manivelles très grandes, si vous êtes démarreur sur piste ou coureur de BMX, vous savez que vous avez besoin de grandes manivelles. Bon, moi j'achèterais juste une cassette en 34. Et comme ça, tu pourras tout avoir. J'aurai la bonne cadence dans le Ventoux. Comme ça, tu pourras tout avoir. Voilà. Maintenant, on va passer aux actualités et aux résultats. Donc dans les actualités cette semaine, c'est après le groupe SRAM-Red, on a le nouveau groupe Shimano GRX DI2 12 vitesses qui vient de sortir. Et première surprise, c'est un groupe de gravel double plateau. Voilà, Shimano continue dans le double plateau, ce qui est assez intéressant de voir des si grandes différences parmi les fournisseurs de transmission. Ce qu'on peut voir quand même sur ce nouveau groupe GRX, c'est qu'ils ont rajouté un petit bouton sur la manette et la manette bénéficie aussi de la technologie comme les groupes sur route sans fil. Donc plus facile pour changer les manettes et elles sont connectées au dérailleur via une petite pile dans la manette ça remonte la manette, le dessus de la manette de quelques millimètres, mais c'est quand même bien plus pratique. Au niveau du dérailleur aussi, ils ont modifié le dérailleur, ils ont repris la technologie qu'ils utilisent sur les dérailleurs de VTT avec un petit embrayage et un petit bouton pour pouvoir sortir la roue facilement et verrouiller le dérailleur, ce qui est plutôt intéressant. Donc toujours pas de monoplateau. Toujours pas de monoplateau chez Shimano, mais rien ne nous empêche de le connaître. Et du coup, cassette maximum en 34. Cassette maximum en 34. On passe maintenant chez Strava et Strava, ils ont fait leur réunion annuelle pour présenter les nouveautés et ils ont présenté deux nouveautés, petites nouveautés qui m'ont interpellé. La première, c'est que pour ceux qui utilisent le téléphone pour pouvoir se diriger avec la fonction itinéraire, ils ont fait un mode nuit qui est très appréciable lorsque soit on roule en centre-ville de nuit, soit on passe dans un tunnel ou soit on passe dans de la forêt assez sombre. C'est une petite évolution, mais ça agrémente l'expérience utilisateur. Et autre nouveauté aussi, ils utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour déjà détecter les tricheurs sur les coms, voilà, pour signaler les sorties automatiquement plutôt que les autres utilisateurs soient obligés de signaler quelqu'un qui a triché. Les tricheurs ou les têtes en l'air qui oublient d'éteindre le téléphone dans la voiture. Oui, ça arrive quand même souvent. assez souvent. Mais bizarrement, ça ne m'arrive pas. En même temps, j'ai pas de com non plus. Et autre chose aussi, l'intelligence artificielle analyse maintenant vos sorties directement pour pouvoir attaquer à parler d'entraînement. Ce qui est deux choses qui sont quand même assez intéressantes. C'est peut-être des fonctionnalités pour l'analyse de l'entraînement dont on se servira pour la série d'entraînement dont on vous parlera à la fin de cette vidéo. Moi, ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est on parlait des nouveaux groupes. On vous a présenté le groupe SRAM-Red, le nouveau SRAM-Red la semaine dernière. Avec du coup SRAM, c'est le même groupe que Zip. Oui. Du moins Zip appartient à SRAM. Et du coup, Zip a sorti un cintre, le cintre Service Course SL80, qui est parfaitement intégré pour utiliser le groupe RAID, donc qui s'intègre parfaitement à la forme des cocottes, au placement des durites, etc. Donc qui est fait pour une meilleure intégration. Cette intégration, c'est quelque chose, une volonté de SRAM de faire un vélo où tout est intégré, tout est connecté ensemble pour une meilleure interface homme-machine. Donc ça va là, cette fois avec le cintre, mais aussi, on le rappelle, avec le compteur Wahoo par exemple, qui propose, grâce aux 3 boutons qu'il a sur la face avant, qui n'est pas le cas de ses concurrents, de pouvoir passer toutes les vitesses. Voilà, donc la prise en main est parfaite également pour utiliser le compteur comme une manette, comme une troisième manette. C'est assez intéressant parce que du coup ça permet d'avoir des boutons supplémentaires sans forcément devoir acheter
d'autres accessoires D'autres comme les Vips. ouais. J'en ai parlé, on en parlait la semaine dernière. Toi, tu trouvais ça bien pour le confort entre les prolongateurs. Moi, je disais qu'on pourrait s'en servir pour améliorer l'aérodynamisme du prolongateur. J'ai parlé avec mon père qui m'a dit que lui, il roulait souvent les mains là et que du coup, il était content d'avoir des boutons en position grimpeur. Pas mal aussi. Donc voilà, je trouve ça intéressant chez le groupe SRAM, toujours l'interaction la plus fluide possible entre l'homme, la machine et la route, puisque ça va, on l'a dit, jusqu'au bout des pneus avec les roues et les pneus zip. Voilà, et ensuite, autre chose qui m'a plu et qui plairait à mon père d'ailleurs, Santini et Pirelli lancent une gamme de vêtements de cyclistes évidemment, en hommage au Pirelli Sport Club fondé en 1922. Donc on trouve de tout, deux designs différents de maillots, cuissards, mais aussi des accessoires, vestes de pluie, etc. J'aime bien moi ces petites nouveautés textiles. J'ai vu aussi, ça fait quand même un peu, bon premièrement, panneau publicitaire qui sort de prison. Un peu comme les Dalton. C'est ton avis. Mais Pirelli, ça reste une marque iconique. Santini aussi, je trouve ça intéressant. Non, mais c'est des versions hommage. En tout cas, on trouve toujours de jolis designs. Moi, j'aime bien Santini aussi, puis j'aime bien les versions hommage pour le coup. Donc, sûr. En tout cas, ça fait de nouveaux fringues. Ça fait des nouvelles raisons d'acheter des fringues. Allez, on passe aux résultats. Pour commencer dans les résultats, bien sûr, on va parler de la victoire écrasante de Tadej Pogačar sur le Giro. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? T'as vu 2-3 statistiques qui t'ont interpellé, il me semble. J'ai vu une statistique qui m'a interpellé. Ouais, l'écart entre le premier et le deuxième, donc 9 minutes 56, il aurait pu prendre quand même quelques bonus pour passer à 10 minutes. Ouais, c'était la grande question sur la dernière étape. Celle-là, vous l'avez tous vu, c'est abyssal. Mais ce qui est marquant du moins, c'est qu'on a repris les écarts entre le premier et le deuxième de ces 10 dernières années. Et c'est arrivé seulement 4 fois qu'il y ait plus d'une minute entre le premier et le deuxième. Le Giro est une course particulièrement serrée et souvent jusqu'au bout. Le deuxième plus grand écart, c'est 1 minute 53 et c'était Contador qui avait remporté cette année-là le Giro. Et au-delà de ça, il y avait 1 minute 18 je crois. Et après, donc beaucoup en dessous de la minute, c'est 18 secondes je crois l'an passé ou 24 secondes. Voilà, qui en fait sont les écarts qu'on retrouve entre le deuxième, le troisième, le quatrième, puisqu'il y a 28 secondes entre le deuxième et le troisième. Donc au-delà de Pogačar, c'était serré. Oui, derrière, c'était serré. Ce Giro, moi je trouve ce qu'il fait impressionnant. Alors, après, ça peut manquer de suspense, parce que sur les étapes en tout cas de montagne, ça manque de suspense. Ça en rajoute sur les autres étapes, on a vu des coups de bordure sur les étapes de transition, on a vu Pogačar et Thomas attaqué, je sais plus, 2 ou 3e jour sur le plat. On le disait, hein, finalement le suspense se répercute sur d'autres étapes et sur d'autres classements. Donc en ça c'est impressionnant, le suspense est-ce qu'il va gagner le Tour. Ça c'est quand même une sacrée question, ça marquerait vraiment l'histoire. Ce serait le premier du 21e siècle à faire le doublé de Giro Tour. Avec une concurrence qui sera peut-être un peu supérieure, à voir le retour des autres superstars. Et leur état de forme. Sans doute plus dense, en tout cas, c'est très probable au Tour de France. Donc voilà, Pogačar qui remporte le Giro et le maillot des grimpeurs. Il faudrait revoir ce barème des grimpeurs qu'on avait changé parce que c'était un maillot de baroudeur. Mais maintenant, du coup, c'est toujours le vainqueur du général qui gagne le maillot de grimpeur, soit au Giro, au Tour ou même à la Vuelta. Il y a quelque chose à faire autour de ce maillot iconique. Complètement. Qui pourrait rajouter pour le coup du suspense sur les étapes de montagne. On a tous aimé suivre les aventures des meilleurs grimpeurs. Comme Richard Virenque ou Laurent Jalabert sur le Tour de France et d'autres, que ce soit Vauclair, Alaphilippe, on aime suivre ces... C'est un maillot qui est très, très français. En fait c'est les envolées dans la haute montagne, on aimerait retrouver ça et des chasseurs de ce maillot-là. Et avec le barème qui double les points aux arrivées au sommet, en fait... c'est le classement général. Oui, c'est le meilleur grimpeur qui remporte le maillot de meilleur grimpeur, mais du coup, on ne met plus du tout en valeur puisqu'on se bat pour savoir qui va le porter, qui sera deuxième pour le porter sur la photo. Donc, il y a quelque chose à revoir de nouveau de ce côté-là. C'est un peu le meilleur grimpeur quand même. Du coup, c'est le meilleur grimpeur, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire la différence meilleur grimpeur? Ou alors on met un maillot de meilleur rouleur Bourgana. C'est ça. Moi, sur ce Giro, la seule chose, le petit bémol que je peux apporter, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu vraiment de bataille pour la 2e, 3e, 4e place. En fait, j'ai pas vu d'attaque de Daniel Felipe Martinez pour reprendre une place par rapport à Geraint Thomas ou. Il était deuxième, donc il n'a pas eu besoin. Non, mais donc, j'ai pas vu Ben O'Connor attaquer. Ou c'est peut-être passé un peu en retrait par rapport à la victoire écrasante de Pogačar. C'est ça que je. Alors le grand perdant du Giro, c'est comme toujours la réalisation.
Donc il y a certaines bagarres qu'on a loupées par moment, ou même des fois des bonifs, des pubs au moment des bonifs, qui nous ont fait louper certains sprints, certaines attaques. C'est toujours frustrant, notamment sur le Giro. Felipe Martinez qui fait deuxième et Geraint Thomas troisième. Je te trouve un poil dur. Parce que je pense déjà ils étaient à la limite. Le niveau est homogène, on l'a dit, l'écart est serré. Ah non, et la gestion d'Ineos, c'est toujours au millimètre, c'est-à-dire qu'on attaque au dernier moment, etc. C'est sûr, mais je les ai trouvés entreprenants presque tous les jours. Voilà, par contre, oui, forcément, ça passe inaperçu. Je trouve ça un peu vers Pogacar. Moi, je me suis régalé dans les sprints. On l'avait annoncé dans la vidéo de la preview du Giro, avec un joli plateau de sprinters, et notamment un duel entre Jonathan Milan, qui va remporter le maillot cyclamen, et Tim Merlier de la Soudal Quick-Step, qui lui va remporter également 3 étapes, comme John Milan au final, même si on a senti le coureur de la Lidl Trek bien plus fort. Au final, Merlier a habilement adapté sa stratégie, notamment sur l'étape de Rome, en attaquant avant les pavés, en anticipant. Et peut-être que sur le bitume et sans incident, John Milan serait revenu parce qu'il se voyait qu'il était très fort, mais en attaquant avant les pavés, sur les pavés, c'est plus compliqué de livrer un sprint à fond et de rattraper quelqu'un. Donc j'ai trouvé Merlier vraiment intelligent sur ses sprints. Il a vu qu'il se faisait battre en 1 contre 1 et il a adapté, et avec succès, puisqu'au final, ils ont le même nombre de victoires d'étape. Même si la logique est respectée, le meilleur sprinter remporte le maillot cyclamen. Antonio Tiberi, maillot blanc, j'avais misé sur Timon Arensman qui va faire deuxième de ce classement. Un Tiberi flambant. Oui, on a entendu parler énormément sur ce Giro, et c'était intéressant à voir. Un coureur très très agréable à regarder courir. Coureur agréable à regarder courir. Ce jeune Italien, et ça fait plaisir pour le cyclisme italien qui cherche un coureur de classement général depuis peut-être Fabio Aru ou Vincenzo Nibali. Donc très prometteur pour la suite. Cocorico, quand même, avec Decathlon qui est la meilleure équipe de ce Giro, au classement général, mais aussi dans les faits. En tout cas, la meilleure équipe de grimpeurs avec les frères Paré-Peintre et Ben O'Connor, et Alex Baudin qui a été meilleur français au classement général pendant longtemps. Cette place, à la fin, reviendra à Romain Bardet, qui va terminer 9e et donc premier français. J'en profite pour saluer l'excellent travail du Chambéry Cyclisme Formation, d'où sont issus les 3 coureurs qu'on vient de citer. Et ce sera aussi le reste de l'actualité et des résultats. On va parler de Julien Philippe, évidemment, qui vient de l'équipe de l'Armée de Terre. Voilà, donc une formation française. On en a parlé dans le show sur le sujet, qui a fait ses preuves sur ce Giro. C'est ça, Julien Alaphilippe, bon, il a été exceptionnel sur ce Giro, c'est 764 km d'échappée. D'échappée à moins de 10 coureurs. Non, au total. Okay. Au total. En fait, si ça avait été 764 km d'échappée à moins de 10 coureurs, il aurait remporté le classement de la Fuga, c'est ça? C'est ça. Et finalement, vu qu'il était dans des échappées où il y avait un peu plus de coureurs, il n'est pas rentré il y a beaucoup de ce classements annexes au Giro. Mais par contre, on retient ses échappées, le panache et les nombreuses étapes où il aurait pu gagner. Et surtout celle où il a gagné. Donc c'est un Julien Alaphilippe en pleine forme qu'on a vu sur ce Giro, ça fait énormément plaisir. Je n'ai pas l'info sur la suite de son programme, je ne sais pas s'il a décidé déjà sa participation au Tour de France. Moi j'aimerais beaucoup qu'il soit enfin, j'ai envie de dire, champion de France. Alors Alaphilippe champion de France au Tour de France, ce serait vraiment stylé. Mais Alaphilippe champion de France, il faut que ça arrive à un moment donné. Je pense que c'est vrai. Ce serait une anomalie que ça n'arrive jamais. Donc on sait que sortir du Giro, ça peut être très très bon pour les championnats de France qui arrivent dans 3 semaines. Donc c'est le temps parfait pour surcompenser. Dépendra de son programme évidemment. Et surtout, Alaphilippe, champion olympique. À Rio, c'était pas loin. Là, le parcours peut lui convenir. Le parcours lui convient, c'est à la maison, bref. Pas mal. Vivement les Jeux Olympiques. On part un peu plus au nord. Avec Cocorico. De toute façon, on a de partout des Français qui gagnent. On en a parlé, on se demandait si ça allait continuer. On pensait que oui, c'est le cas et on en est ravis. Axel Laurence, j'allais dire un jeune prometteur, mais là on est sur plus que de la promesse, on est sur la confirmation, puisqu'il remporte une étape avec le classement général du Tour de Norvège. Tour de Norvège, on a vu un revenant presque, Alexander Christophe, gagner à la maison la dernière étape, devant, ou du moins le local, avec un Wout van Aert 4e pour son retour à la compétition, donc plutôt en forme avant l'été. Oui. Et après, on ne savait pas trop à quoi s'attendre sur Wout van Aert, 4e, bon c'est honnête. C'est plus qu'honnête pour une reprise, en sachant qu'au-delà de la reprise, on sait qu'ils savaient être en forme dès leur première course, mais surtout qu'il y a eu
un arrêt conséquent suite à une blessure conséquente. Donc c'était ça. C'est pour ça. Le niveau n'est pas celui du Tour de France, mais en tout cas, il est dans les temps, je pense, compte tenu de la situation. Les boucles de la Mayenne. Exactement. Et ben voilà, on parlait des centres de formation français. Victoire d'étape de Cosnefroy, victoire d'étape d'Emilien Janière. Donc la formation et le niveau amateur français qui est très décrié et malmené par l'avènement des continentales de développement, mais qui finalement fait les beaux jours du cyclisme français et du spectacle au niveau international. Boucle de la Mayenne remportée au classement général par Alberto Bettiol devant Benoît Cosnefroy et Axel Zingel. Cette fois, c'est le CC Etup, c'est plus le Vendée ou le Chambéry Formation, mais c'est un autre. C'est surtout un autre centre de formation français. Comme quoi. Voilà. On continue dans les résultats avec les résultats féminins, s'il te plaît. Ouais. Allez. Avec ma copine. C'est important. Ouais, c'est très important. La FDJ Suez qui a écrasé le Tour de Bretagne, puisqu'elles font 1, 2, 3, 4, 7 du chrono inaugural, avec Grace Brown qui l'emporte et qui va emporter la dernière étape en costaud. Elle a fait un numéro 1, du coup, elle est partie à 15 km de l'arrivée, elle est restée 5 secondes devant le peloton pendant 15 bornes pour aller l'emporter avec le maillot de leader sur le dos. Mais elle a remporté. Elle a très bien remporté puisqu'elle gagne 2 étapes sur 3, le classement général devant sa coéquipière Alexia Vigilia, sa coéquipière Amber Crack et sa coéquipière Marie Lenette et Coralie Demey qui fait également un top 10, donc 5 FDJ Suez dans les 10 premiers du classement général. Ouais, on a vu à peu près le même genre de domination à la Ride London de la part de Lorena Vibus et de la SD Works. Qui est plutôt pas mal. On continue maintenant avec l'activité du club Strava de la semaine, le club Strava #GCN Show. Et là, c'est Sébastien Verdeau avec sa sortie pyrénéenne. Ben oui, il commence à faire un beau. Les routes d'école, ça y est, sont ouvertes et déneigées. Bon, peut-être pas tous encore. Hein. Dans les Pyrénées, peut-être dans les Alpes, pas sûr. Hein. J'ai vu de la neige, moi, encore ce week-end. Ouais, je pense. Potentiellement, il y en a qui sont encore fermés, mais où on peut aller. Mais visiblement, Sébastien, lui, il a fait un classique. Il s'est garé à Campan. Il a fait le Tour Malais, il est redescendu, il a monté le col d'Aspin et il est rentré à la maison. Une sortie tout à fait honnête et qui fait plaisir à voir. Donc voilà, c'est parti pour la saison de montagne pour ceux qui habitent pas trop loin. Peut-être il en a profité pour faire un petit biathlon vélo-ski. Ah, peut-être. Ça se tente. Il m'a pas semblé voir avec dans sa sortie Strava, mais déçu. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Mettez-nous vos sorties avec le hashtag GCN Show. La suite de cette semaine avec pas mal de choses, c'était notre 999e vidéo. Donc restez connectés, abonnez-vous et suivez ça pour la 1000e qui sera donc la prochaine. Évidemment. De fait. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur l'entraînement. On va y répondre dans le GCN Show du mois de juin, mais on va aussi y répondre avec une série complète dédiée à l'entraînement qui sera basée sur un petit peu de physiologie et de connaissances théoriques, mais surtout beaucoup de pratique pour répondre à la question qu'on s'est tous posée un jour, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est-à-dire que j'ai envie d'aller rouler, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel contenu mettre dans ma séance. Vous avez beaucoup de questions aussi sur l'entraînement pour préparer un événement, mais aussi sur la semaine, quand on a les cours, quand on a le travail, etc. Et comment on fait pour maximiser son entraînement. Et ben on tentera de répondre à toutes ces questions, à vous aider à comprendre mieux ce qui se passe dans votre corps et comment se servir de ce qui se passe dans votre corps pour progresser et donc pour mieux profiter et tirer tout ce que vous pouvez de vos sorties à vélo. On vous prépare ça avec Yo-Yo et Brice également, nos monteurs, pour vous faire quelque chose de très sympa. Et j'ai hâte en tout cas de vous le présenter. Allez, et moi j'ai hâte de m'entraîner en suivant tes conseils. Oui, parce que ce sera mon cobaye préféré. Évidemment. C'est moi le cobaye. Allez, à la prochaine. Merci.